Allez, comme de coutume, la fameuse phrase, chose promise, chose due. On a monsieur Ahmed du Canada qui va être avec nous aujourd'hui, qui a donc qui nous a appelé d'Ottawa pour que l'on parle un peu de cette diaspora djiboutienne, celle-là spécialement acquise à l'opposition, on va dire. Et il va nous dire d'abord, bien sûr, qui il est, qu'est-ce qu'il fait au Canada, ainsi de suite. Et puis par la suite, on va attaquer le vif du sujet. Quels sont ses projets, comment travailler avec Djibouti, qu'est-ce que le poids de la diaspora, et puis surtout, qu'est-ce qu'il espère pour Djibouti. Allô, Mr. Ahmed, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كلكم يا أخيار à vous et à vos écouteurs. Merci, merci. Bon, monsieur Ahmed, un rapide tour de table là, de qui tu es, qu'est-ce que tu fais au Canada, et présente-toi un peu à nos auditrices, nos auditeurs. Voilà, je m'appelle Ahmed Ibrahim, ça fait à peu près 23 ans que je vis ici au Canada, plus précisément à Ottawa, la capitale du Canada. Je suis un ancien de ces petits bouts de terre que nous aimons tous, de Djibouti, un ancien du CS de Bolao, CS d'Ambouli, un ancien du lycée, ma fac, ma formation à Toulouse, France, je suis un ingénieur. Ça fait 23 ans que j'habite ici. Côté profession, je suis un ingénieur de formation et je suis un ingénieur professionnel. Et côté citoyenneté, je suis le responsable du bureau MRD ici en Amérique du Nord. Ça va faire quoi, à peu près 10 ans, à peu près aux environs. Et aussi un de personnes par ancienneté, j'imagine, qui ont eu la main à la pâte, qui ont eu à mettre la main à la pâte pour organiser un peu l'expression politique du Djiboutien d'ici, l'expression de la diaspora, et essayer de garder la flamme éternelle qui doit être la responsabilité que nous incombe tous ici. Donc voilà en quelques mots mon historique, et puis voilà, je fais partie de la diaspora djiboutienne d'ici. D'accord, 23 ans quand même, ça fait un bon bout de temps, ça fait énorme. Alors une première question comme ça, assez légère, juste pour commencer. Au bout de 23 ans, est-ce que vous pensez que l'on peut encore être au mieux connaissance, au mieux de la connaissance du pays, de la réalité djiboutienne, 23 ans passés à l'extérieur? Oui, j'imagine, et d'autant plus que l'éloignement a son avantage. J'imagine qu'on a fait la preuve. Tout d'abord, ça ouvre les gens à d'autres horizons, ça ouvre à d'autres expériences, ça nous permet de vivre l'expérience démocratique vraiment à l'œuvre, dans un pays où elle est mise à l'œuvre. Au point de vue connaissance du pays, c'est une responsabilité personnelle, j'imagine. Il y a ceux qui se font aller, qui se laissent aller, qui coupent les ponts, qui se font un peu laisser dans leur confort douillet de l'Occident, et puis il y a ceux qui ont une bonne partie encore en train de labourer là-bas. Il y a ceux qui sont quotidiennement liés là-bas, ceux qui sont informés, ceux qui sont allés eux-mêmes voir ce qui se passe dans le pays. Donc pour répondre à votre question, je crois que 23 ans, c'est un bon nombre d'années pour dire que je vais pour mon pays ce que je viens de voir et de vivre ici. Excellent résumé, ça je le retiens. Je veux pour mon pays ce que je vis ici. C'est absolument fantastique et je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, bon, évidemment, on va parler de la réalité maintenant un tout petit peu djiboutienne et autres. J'ai l'impression que de temps en temps, ça va mal entre la diaspora et les gens à Djibouti. Est-ce qu'il y a un trop gros décalage ou autre? Pourquoi je dis ça? C'est qu'à un moment donné, justement, il y a eu quelque chose qui s'est passé au Canada et j'ai l'impression que cette communauté canadienne, j'avais l'impression qu'elle était assez soudée, s'est retrouvée complètement éclatée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, M. Ahmed Ibrahim?
Tout d'abord, je dois rendre hommage à ceux d'ici et de là-bas qui, de leur propre volonté, consacrent une bonne partie de leurs ressources et de leur temps et de leur énergie à faire une différence dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, et qui rejettent et refusent la dictature, la médiocrité, la dilapidation, etc., etc. Ayant dit ça, après tout, nous sommes des êtres humains et puis personne n'est parfait. Les erreurs font partie de l'humanité. Ici, comme vous l'avez si bien dit, la communauté, la diaspora djiboutienne et la communauté djiboutienne d'ici était pionnière dans son engagement pour la lutte. Elle l'est toujours. Ceci dit, la politique a ses aléas, mais je dois quand même regarder les côtés positifs, malgré les apparences qu'on donne depuis l'extérieur. À chacun sa façon, peut-être avec leurs différences. Les Djiboutiens dans leur ensemble et c'est d'Amérique en général, je dirais, d'Amérique du Nord, sont très motivés. Et même si c'est peut que des fois il y a des petits couacs et puis qui sont pas d'accord entre eux, la façon d'aller, bon, on prend le chemin de gauche ou le chemin de droite, ça n'a aucune importance, on prend le chemin. Et ceci dit, donc, je vais pas rentrer dans les petits détails, c'est vrai, il y a eu des différences, il y a eu des erreurs, l'erreur est humaine comme je disais, mais ce qui me fait chaud au cœur, ce qui me rend positif, c'est que tous, ils sont d'accord sur une chose, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif principal qui est de se débarrasser de la dictature à Djibouti. À chacun sa manière, bien entendu. Et donc, c'est cela que je vais dire là-dessus. Que je te dise juste une chose, permets-moi de te couper un peu. Comment on a perçu ça, nous ici en disant, c'est la diaspora ici en France, c'est qu'on a vu qu'il y a eu une espèce de petite bataille qui est tout à fait légitime et humaine entre des gens qui voulaient être les représentants de l'USN. Or, bon, malheureusement, Djibouti a décidé de trancher. On a donné donc cette nomination à quelqu'un et pas mal de Canadiens se sont levés, alors là comme un seul homme, et malheureusement nous on a perçu ça comme étant juste une histoire tribale, à savoir que parce que ce monsieur-là était un Issar, disons le mot, tous les autres, les Forlaba, n'ont pas du tout accepté cette décision-là. Qu'en est-il, s'il te plaît? Et sans langue de bois. Non, pas du tout. Je suis d'accord avec vous, il faut appeler un chat à chat. Tout d'abord, il y a une fausse perception. Et sincèrement, je suis un musulman et je peur d'Allah et je ne vais pas mentir. Il y a une fausse perception que les Djiboutiens sont cristallisés sur le tribalisme. Qu'il y ait quelques personnes qui ont sur cette sensibilité. Est-ce que je vais faire la langue de bois? Je vais vous mentir, vous allez me rigoler au nez parce qu'on sait la réalité de chez nous. Ça existe, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils font la majorité? Non. Est-ce qu'il y a des camps tranchés, que d'un côté il y en a des uns et de l'autre il y en a des autres? Non. Le représentant qui a été choisi par la direction de l'USN à Djibouti est quelqu'un de valeureux. C'est un combattant de la liberté, que vous l'avez sûrement vu sur YouTube. C'est quelqu'un qui travaille fort, c'est quelqu'un qui est excellent, c'est quelqu'un qui je crois méritait d'être nommé. Et c'est vrai. De l'autre côté, il y a des gens qui avaient une autre perception de la façon, pas sur la personne. Il faut bien préciser, peut-être c'est là où il y a la différence de la perception depuis l'extérieur, sur la méthode. Pas le fond, la méthode de choisir. Et là aussi, j'ai compati avec eux. Je faisais partie de ces gens-là, moi aussi, sur la méthode. Pour vous dire que c'était pas une homogénéité ethnique tribale. Non, il y avait de tous les Djiboutiens, de tous bords. Et moi, j'ai bien accueilli cette différence. J'ai dit, mais c'est le début de la démocratie. C'est vrai, il y a une minorité, il y a quelques-uns qui vont le prendre du côté extrême, tribaliste, et ethniciste, etc. Mais je dis qu'il y a un débat d'idées entre les Djiboutiens sur la méthode, c'est vraiment quelque chose de bien. Et puis le fossé, je dirais pas un fossé, la différence n'est pas vraiment si large que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Ceci dit, il faut quand même voir que nos aînés à Djibouti ont une perception différente depuis l'étranger, si je puis m'exprimer ainsi. Il serait, à titre personnel, des fois, bon de se dire que les gens qui vivent en Amérique du Nord, et probablement c'est vrai en France, en Belgique et dans le reste des pays occidentaux,
c'est qu'ils vivent la démocratie au quotidien. Ils sont habitués. Moi, ça fait 23 ans, mais il y en a d'autres qui vivent autant que ça. Il y a même certains qui sont là plus longtemps que ça. Et ils les vivent tous les jours, la démocratie. La décision de l'individu à la base. Et donc, peut-être il y a eu un petit frottement à rebrousse-poil qui a peut-être gêné certains, mais je ne dirais pas que c'est pas insurmontable. Voilà, c'est ça que je dirais là-dessus. Merci beaucoup de cette réponse très très claire. Alors, juste la petite anecdote, on a eu exactement le même schéma ici en France aussi, où évidemment quelqu'un a été désigné, nommé par Djibouti. Donc, la question qui se pose maintenant, diaspora USN, est-ce que c'est uniquement dans un seul sens, les ordres qui arrivent de Djibouti, la diaspora qui doit obéir aveuglément, cette soumission-là peut-elle continuer éternellement? Non, et je crois qu'ils ont pris leur leçon, et peut-être je vais m'inventer un peu, c'est pas dans nos habitudes ni dans notre culture, mais voilà, je suis un peu canadienisé. Par manque de modestie. Peut-être que nous les avons mis la puce à l'oreille, comme on dit. Et je me réjouis de voir la charte de l'USN qui a permis les choses dans l'ordre. On ne peut tous que s'en réjouir. L'article, je pense, si je ne me trompe pas, 23, 24, 25, 26 et 27, clarifie les choses. On ne peut plus être plus clair. L'article, je ne me rappelle plus le nombre exact, mais il y a un de ces articles-là, je pense que c'est le 24, qui dit que le comité USN sera formé, composé, établi par la diaspora elle-même en vigueur, en utilisant les règles, les lois et coutumes en vigueur dans les pays de résidence. C'est très clair là-dessus. C'est-à-dire la démocratie absolue des élections, des campagnes. Le représentant de l'USN, qui est l'article 26 ou 27, je pense, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas en face de moi, elle dit ceci, la charte. Après que ce comité a été formé indépendamment, comme en France, utilisant les lois françaises sur les associations politiques et communautaires, c'est elles qui vont proposer les représentants. Ça va être nommé par Djibouti, mais sur proposition du comité de soutien USN. Ce qui est très très clair. Bon, nous, les choses se sont passées un peu différemment au début. On attend que ce mandat du monsieur qui a été nommé, qui est excellent d'ailleurs, qui fait ses preuves, puis c'est terminé au mois de décembre de cette année, et puis le comité est en train de se réorganiser. Je pense qu'ils y travaillent. Il y a des jeunes qui ont plein d'énergie qui travaillent là-dessus. Et dès que le comité sera formé, ils vont peut-être lui renouveler, peut-être proposer une autre personne, mais la charte est très claire là-dessus, et nous devons tous nous en réjouir, et je pense que ça va vous servir aussi en France, j'imagine, cette charte. On l'espère tous, hein. Et par contre, cette charte-là, moi je reprendrai l'article 13. L'article 13 qui parle des élections de 2016 pour la présidentielle de la République, donc à Djibouti. Que dit ce fameux article 13? Que le candidat de l'USN sera choisi par le Haut Conseil de l'USN. Point final. Là, vous n'allez pas me dire que c'est quelque chose de démocratique. On ne parle pas d'élection, on ne parle pas de ceci ou de cela, mais encore une fois, de nomination. Qu'en pensez-vous? Je suis obligé de concourir avec vous, mais bon, en politique, il y a des choses qui sont essentielles. Il y a d'abord les débats démocratiques. Et nous le savons tous, vous le savez, en France, dans un pays démocratique, il y a toujours, même au sein des partis politiques, il y a des assises, il y a des conventions, il y a un débat politique qui n'est pas être offusqué, qui doit être sur la place publique. Puis il y a aussi la discipline politique, c'est-à-dire une fois qu'une association, un parti politique prend en ordre une décision qu'on s'y adhère, qu'on y était contre ou pas. Est-ce que le débat est ouvert là-dessus? Je suis d'accord. Est-ce que mon opinion serait probablement proche du vôtre? Très probablement. Est-ce que je dois suivre la discipline du parti? Certainement. Mais bon, ceci dit, l'USN, il faut donner un peu de latitude. Moi, je pense, bon prince, depuis le Canada, depuis l'Amérique du Nord, il serait très facile pour moi de prendre un bâton de pèlerin et d'exiger qu'il ressemble au Parti conservateur, au Parti libéral, au Parti démocrate, au Parti républicain. Mais non. N'oublie pas le Parti québécois, s'il te plaît.
Oui, absolument. C'est le cas de le dire. D'ailleurs, il y a les élections lundi prochaine. Malheureusement, ils vont le perdre, je pense, d'après les sondages. Mais oui, c'est vrai. Mais pour revenir là-dessus, attendons que l'USN, aujourd'hui, ils sont aux tranchées. Ils sont combattus tous les jours, ils sont emprisonnés, ils ont battu les lacrymogènes, la prison, les menaces, le manque de liberté. Mais dès qu'ils auront un peu de latitude, c'est vrai, hein, cet article-là doit être revisité, mais j'en dirai pas plus. Mais je comprends et vraiment, je suis très proche de ta position là-dessus. Autre chose maintenant, on va parler du PRD, puisque tu es le représentant donc du PRD MRD, au Canada. s'il vous plaît. D'après certaines rumeurs, encore une fois, le chef du PRD, donc Monsieur Daf, serait plutôt en situation assez tendue à Djibouti par rapport aux autres représentants des autres partis à l'USN et se retrouverait en position, disons, minoritaire. Qu'est-ce que ça vous fait? Juste une petite correction, c'est le MRD, hein, l'héritier du PRD. Pardon, oui. Oui, MRD. Non, nous, on n'a pas cette impression-là. Le MRD est une cible favorite du gouvernement. Vous avez entendu la publicité achetée de M. Ismaël Omar Guelleh, qui ciblait particulièrement Ismaël Omar Guelleh, son langage qui visait particulièrement Daïr Ahmed Farah. Le régime djiboutien a une dent plus particulière contre les MRD, Daïr Ahmed Farah. Donc, Daïr, il en a plein sur son plat, pour ainsi parler vulgairement. Mais au sein de l'USN, revenant à ta question plus précisément, nous n'avons pas cette impression. Il joue son rôle. Comme je disais, les êtres humains ne sont pas tous sortis d'une même photocopieuse. Ils ont des opinions différentes, des approches différentes, des avis différents. Des fois, il y a un débat à huis clos qui se passe à l'intérieur de l'USN. Il se peut qu'il y ait une opinion différente, il se peut que le MRD ait des opinions différentes. Ça, c'est possible. C'est de la même manière que la RD, d'ailleurs, ou l'UDG, ou tous les autres partis peuvent avoir. Les partis, quand même, ce sont des partis politiques existants qui ont leurs programmes, leurs visions différentes. Mais pour les circonstances, on est tous sur le même bateau. Personne n'a intérêt à ce qu'on fasse couler les bateaux. Vous imaginez, on est en plein milieu d'une tempête et en plein milieu de l'océan. Donc tout le monde s'assure que le bateau soit ensemble et puis qu'il est bien gouverné. Donc cette perception a été, je pense, mise sur les médias par des gens que, sans tomber sur le paranoïa, a une connotation, une odeur du régime djiboutien. Donc je m'en prendrai garde. Mais disons que l'USN fonctionne très très bien comme elle est. Et on verra bien. Et de toute façon, là-dessus, pour terminer la réponse, est-ce qu'on a un autre choix? Non, on est condamné à la faire fonctionner. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'elle soit parfaite ou pas. Et c'est là-dessus que je vais répondre à ta question, finir la réponse à ta question. Oui, bien entendu. Je rappellerai juste que, je veux dire, il y avait certainement pas mal de gens à l'époque où nous étions encore sous domination française qui pensaient ça. Il faut d'abord déjà finir le boulot, avoir l'indépendance, on verra après. Et malheureusement, on a vu qu'est-ce que ça a donné, le on verra après. Le fait de ne pas imposer, le fait de ne pas dire exactement ce que l'on veut et ainsi de suite. Le résultat, on est en train de le payer très très cher, 36 ans, bientôt 37 après l'indépendance. Autre question sinon, là je vais plutôt parler de 2016, bien entendu encore une fois. Là j'ai l'impression qu'il y a un blocage au niveau des négociations. Il y a des négociations qui ont été entreprises. Là il y a un blocage. Mon analyse, elle peut être fausse bien entendu, c'est que ce blocage-là ne peut servir qu'une seule personne, à savoir M. Ismaël Omar Guelleh actuellement. Et en tout cas ne sert surtout pas l'USN. Et pourtant l'USN est en train de jouer le bras de fer. Jusqu'à quand? Ça ne peut que ruiner l'USN. Deuxièmement, est-ce que l'USN va nous dire encore et encore que les conditions n'étant pas réunies, on va aller vers un boycott? Tout d'abord, avant de répondre à cette question, juste pour revenir rapidement sur ton commentaire, oui, avant 77, on était focalisé sur l'indépendance, on disait après, on s'est fait avoir. Je suis d'accord avec toi, et il n'est pas question de refaire la même chose.
ce sera aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes. En fait, le combat, c'est ça. Il faut que la parole revienne au peuple. C'est à vous, à moi, à tous, à tout le monde, de ne pas se laisser avoir. Et je pense qu'on n'en est pas encore là. Et je suis de cet avis, je peux me tromper, que on fasse un petit temps à chaque prière, à son temps, et puis qu'on arrive d'abord à stabiliser le pays, à assurer qu'il y aura une transition vers la démocratie, et puis ensuite exiger que les règles, ça se fasse dans les bonnes règles et ne pas répéter les erreurs de 76-77. Voilà, pour terminer là-dessus sur ça. Là, vous disiez pour 2016 l'USN. Alors, tout d'abord, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et ce que je dis, c'est que de moi, ce n'est pas c'est pas l'expression de l'USN, c'est que il y a une perception à Djibouti que les élections sont mortes. Il n'y a pas d'élection possible à Djibouti dans des circonstances actuelles parce que nous savons inéluctablement à quoi ça va aboutir. Et tout le monde sait là-dessus. L'USN a bien voulu jouer le jeu de règles électorales pour aux dernières élections législatives et on sait à quoi ça aboutit. Et il n'est pas question, c'est-à-dire qu'on a joué le plus franchement possible. Le comptage de bureaux n'ont pas été publiés. Le résultat, n'en parlons même pas. Pourtant, le comptage que nous avons, pour le peu de bureaux qu'ils nous ont laissés dedans, parce qu'il faut quand même voir l'abus de règles électorales qui font. Oui, mais tout ça est connu. Je veux dire, on n'a pas arrêté de dire que, on a été eu et ainsi de suite. Oui, mais que faire? Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est que dire des élections dans des circonstances actuelles, telles que la situation est, la commission électorale fantoche qu'on a, il n'y en aura pas. Là-dessus, on est clair, il n'y a pas d'élection. Et celui qui veut participer à une élection dans ces conditions-là, c'est qu'un teutu, puisqu'il connaît le résultat. Bon, ayant dit ça, alors c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est que il faut que le régime comprenne que l'USN ne peut pas contenir le mécontentement populaire, le soulèvement à long terme. Il prend un risque incalculable et inconsidéré et irresponsable si le régime pense qu'il peut aller en chantant à 2016 et ainsi continuer. Ça, tout le monde le sait. Il sait ce qui s'est passé au Yémen, c'est pas loin. Il sait ce qui s'est passé en Somalie, il sait ce qui se passe dans la région, et il sait ce qui se passe quand les gens sont désespérés, ce qui arrive. Au point de vue USN, je ne peux pas me constituer pour eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont décider, je pense qu'ils sont dans cette même ligne, et c'est pour ça que j'ai précisé bien que c'est à mon nom personnel que j'ai dit ça. Le pays est au bord de l'explosion sociale, et qui peut amener à une explosion violente. Et personne ne veut ça. Donc, je pense que c'est tout ce que je peux espérer. Mais l'USN nous fera savoir sa décision le plus tôt possible. J'ai des sources informées qui nous disent qu'on le saura durant cette année, la direction qu'elle va prendre. Mais de toute façon, on ne peut espérer que pour le meilleur. C'est tout ce qu'on peut faire maintenant. Il n'y a que Dieu, Allah, qui sait qu'est-ce qui va se passer. J'espère qu'il va le guider tous sur le bon chemin. Inch'Allah pour tout ça, à part que, excuse-moi, mais je me sens obligé de revenir. J'ai eu quelques conversations avec des amis à moi qui sont plutôt de l'autre côté de la barrière, à savoir du côté RPP, qui me disaient que l'USN est en train de tout refuser à cause d'une seule clause, à savoir que le président veut bien accepter pas mal de concessions de sa part, à condition que l'USN accepte les 10 députés et viennent siéger donc à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela coûte finalement? J'ai l'impression que c'est si peu d'aller siéger et par la suite d'avoir un CENI valable, représentatif réellement de ce qui se passe à Djibouti, et ainsi de suite. Un autre ami à moi m'a dit oui, effectivement c'était eux, c'est ce qu'ils préconisent, c'est un parti politique qui est en train de se créer ici, et il appelle ça, lui, la politique des victoires à palier. Petit à petit, on va arriver à quelque chose, c'est sûr et certain, et tu l'as su toi-même, tu l'as reconnu toi-même, on ne peut pas arriver du jour au lendemain à faire de Djibouti une démocratie à l'occidentale. Pourquoi ne pas aller petit pas par petit pas, à savoir accepter déjà ces fameux 10 sièges, changer le CENI, histoire d'avoir quelque chose de valable d'ici 2016?
C'est une très bonne question. C'est vraiment une question qui est dans la bouche de tout le monde. Tout d'abord, revenons cette histoire de députés et cette histoire de discussion et de blocage. Pour être honnête, le blocage vient directement du côté du régime qui pense avoir les moyens de son blocage. C'est-à-dire, il y a une certaine attitude hautaine qui veut qu'ils ne sont pas inclins aux négociations, parce que qui dit négociation dit concession. Maintenant, je reviens à ces histoires de 10 députés, enfin 8, puisque 2 sont déjà rentrés là-dedans. Il faut que cette histoire de députés, d'abord, rentre dans un cadre global d'entente. C'est-à-dire, on ne peut pas décomposer la problématique en un petit morceau qui devienne séparément insignifiant au point de vue matériel. On dit député, tu fais ceci, tu fais cela. L'objectif principal, c'est l'installation durable et définitive de la démocratie dans le système djiboutien. Et ceci décolle d'abord dans un cadre global, dans une entente globale qui dit que, bon, l'entente va commencer de là, c'est-à-dire le 8 députés peut-être qui réintègrent, quoique au point de vue légal, le temps se sont écoulés, ce n'est plus possible, quoique à Djibouti, la légalité est une chose relative. Absolument, elle est très élastique là-bas. Oui, donc, mais légalement, les temps se sont écoulés. Ils ne peuvent plus réintégrer le Parlement djiboutien, les 8 députés. Il faudrait qu'il y ait une autre. Et comme ils n'ont pas prévu, pour ne pas m'écarter de la question principale, comme ils n'avaient pas prévu un système démocratique où il y aurait des élections partielles, ils sont coincés là-dedans, parce que c'est un système qui est vraiment taillé sur mesure pour la dictature. Bon, mais ça, c'était une petite parenthèse. Donc, il faudrait qu'il y ait une discussion sur le fond, pas sur la forme. Sur le fond, qui dit que quoi? Il dit quoi? Il faut que les gens fassent confiance au système. Et pour faire confiance au système, il faut qu'il y ait des garde-fous quelque part. Qu'on puisse compter là-dessus, qui s'est dit, bon, on va entrer en G, les règles de G est bien établies, on fait confiance au système. Et d'ici là, quand on est d'accord là-dessus, comment arriver pour le reste, c'est vrai, on peut découler, bon, vous réintégrez ceci, vous faites cela, et puis la fin de compte, on a organisé le système d'une façon fiable. Et c'est quoi ces garde-fous? Le plus important, c'est le Conseil électoral national indépendant qu'ils appellent CNI. Il faudrait que ce conseil soit complètement reformaté, complètement changé. Je ne rentrerai pas dans les détails pour ne pas prendre trop de temps, mais il faudrait que soit impartial, soit choisi, soit dirigé par un Djiboutien non politique, à qui tout le monde fait confiance. Il faut qu'elle fasse partie à part égale par tous les partis politiques. Il faut que cette commission ait les moyens légaux d'enforcer les règles, les lois électorales. Par exemple, il faut que cette commission, comme on l'avait probablement, vous l'avez en France et nous l'avons au Canada, elle a une force de police. Elle a une force, on dit semi-judiciaire. Elle peut arrêter des gens, elle peut mettre en prison des gens. Donc il faut qu'il y ait une commission comme celle-là, à qui on fasse confiance, et puis on juge le jeu. Et quand on se met d'accord dans ce cadre global, on peut accepter entre-temps que les députés réintègrent le Parlement, quoique ce serait reconnaître la fraude précédente. Donc tout ceci est basé sur la négociation honnête. Et quand la négociation est honnête, quand les gens descendent de leurs chevaux, ça va quelque part, mais j'ai pas l'impression que tes amis de l'autre bord probablement n'ont pas dit honnêtement tout, et je ne remets pas en cause la véracité de ce qu'ils disent, mais c'est peut-être une question de perception. C'est que il faudrait qu'Ismaël Omar Guelleh lui-même se mette sérieusement à la discussion. L'USN est prête à la concession, à des concessions dures, difficiles, qu'il faudra revenir convaincre les gens qui se sont battus pour ça. Bon. Mais nous n'avons pas cette impression. Et je pense que le régime a encore un petit effort à faire. S'il veut vraiment qu'on aboutisse à un pays qui évite la catastrophe. On ne fait que parler de catastrophes et autres. Pour terminer, je ne vais pas vous prendre trop de temps, il est déjà 14h47 ici en France. Vos impressions justement, est-ce qu'on va s'en sortir? Wallahi... Aïe, 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 ça commence mal. C'est vrai, la situation à Djibouti actuelle ne donne pas beaucoup à l'optimisme.
Mais il faut espérer. Allah nous a dit, il ne faut pas désespérer de moi. Dieu a tout prévu pour nous. Et on ne va pas désespérer. On va dire, Inch'Allah, Inch'Allah. On va prier pour notre pays. On veut pas, nous avons un petit pays. Nous n'avons nulle part autre à aller. Nous n'avons pas un pays géant où on peut aller se cacher quelques jours à l'extérieur et puis revenir après la tempête. Non, nous n'avons pas ça. Et je souhaite que ceux qui ont mis la main sur le Coran devant Allah, qui ont juré sur le Coran, se rappellent de leur serment, qu'ils se rappellent qu'ils réfléchissent à ces responsabilités qu'ils vont devoir rendre compte devant Allah, qu'ils ont la responsabilité de 800 000 Djiboutiens, de deux côtés, mais surtout du côté du gouvernement, parce que quand il y a le gouvernement, il y a la responsabilité ultime. Essayer qu'ils s'asseyent avec leurs compatriotes, qu'ils parlent honnêtement, qu'ils résolvent ça. Mais pour répondre à ta question en un seul mot, je suis optimiste quand même. Malgré tout ça, je suis optimiste. Merci beaucoup, monsieur Ahmed Ibrahim du Canada. Il est quelle heure chez vous, au fait? Ça doit être probablement 8 heures. 8 heures de poussière. Attends que je prenne. Ah, ok, il est 8h50 du matin, samedi matin. D'accord, 14h50 ici. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été si matinal. Et bon, bah écoutez, on va joindre nos prières aux vôtres aussi pour que ce petit pays sorte enfin, et commence à réellement profiter de son indépendance. Merci beaucoup, Ahmed. Merci, le plaisir est pour moi. Et bien, bon après-midi à vous tous et à vos auditeurs. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était donc Ahmed Ibrahim en direct du Canada. Et ça, vous ne pouvez la voir que sur les ondes de radio alternante. Bon, ça m'a foutu un peu les boules quand même d'entendre tout ça. C'est un peu dur. La situation à Djibouti, pour les gens éclairés, pour les gens qui voient un peu, qui savent un peu qu'est-ce qui se passe là-bas, comme vous l'avez vu avec monsieur Ahmed Ibrahim, n'est pas si terrible, et espérons que ça aille. Et juste pour ça, un petit morceau musical de Saïd Hamarqad, en espérant que nous aussi on puisse trouver nos médicaments quelque part, même si ce n'est pas Adril.
ضيقني أنا تنكا بداية وكرادة بنكيدو ولا دخل سلا ننكا تغدا كدودا وعدي ضيقني أنا تنكا بداية وكرادة بنكيدو ولا دخل سلا والكأونني إداري وانا ديني كرينو واندو لياي سلاما والكأونني إداري وانا ديني كرينو واندو لياي. Saïd Hamar. Bon. Je vous invite donc à, si vous avez quelques questions, quelques suggestions, à nous appeler au standard donc de radio alternante au 02 40 93 26 62. Donnez votre opinion sur ce que vous avez écouté ou ce que vous avez envie de dire. On attend vos appels ici. Et là maintenant on va continuer donc sur la petite plage musicale en vous faisant traverser la mer Rouge. Fermez les yeux, c'est très très rapide et on arrive au Yémen où là il y a l'homme à la voix d'or, Mr. Balfaqi.